Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous Gesto sur la présentation de la base nationale des règles de SAGE. Cette webconférence est organisée par l'Office international de l'eau et le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Je me présente, je suis Audrey Bornan-Saint-Plantier, je suis chargée de projet à l'Office international de l'eau et donc je vais animer cette webconférence en compagnie de Emma Gainé, qui est chargée de mission animation territoriale de la politique de l'eau au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et de Maxime Fouillet, qui est également chargé de projet à l'Office international de l'eau. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Rémi Barbier, qui est du laboratoire GEST, qui est professeur à l'ANGES et docteur en sociologie, donc qui a accepté d'intervenir dans cette webconférence. Alors, au programme de cette session, il y aura tout d'abord l'intervention de Rémi Barbier qui va nous présenter le projet Oracle. Donc, c'est le projet qui est à l'origine de la création de la base des règles de SAGE. Ensuite, Emma Gainé et moi-même allons vous montrer la base des règles de SAGE et ses fonctionnalités. Donc, c'est la base intégrée sur gesto.fr. Et enfin, Maxime Fouillet montrera un exemple d'utilisation de cette base de données avec un focus sur les zones humides dans les règlements des SAGE. Donc, c'est un travail qui est réalisé dans le cadre du Centre de ressources milieux humides. Merci Audrey, bonjour à toutes et à tous. Donc, je voudrais tout d'abord dire que je me réjouis en fait que ce travail qui a été initié donc dans le cadre du projet Oracle, on travaille beaucoup sur nos acronymes, et donc Observatoire, en l'occurrence Observatoire des règlements et de l'activité des clés, soit pérennisé. Et donc, je remercie la DEB et l'OIO pour cette prise de relais et qui va permettre donc de faire vivre cette base des règlements qui, je l'espère, sera utile aussi bien donc aux professionnels qu'aux chercheurs qui peuvent évidemment être intéressés pour suivre l'évolution de cette activité réglementaire des clés. Donc, je vais, dans le temps qui m'est imparti, et je vais démarrer mon chronomètre pour ne pas trop pour ne pas déborder. Voilà. Je vais donc vous présenter ce qu'on a fait en fait dans le cadre de ce projet Oracle. Donc, c'est un diaporama qui est un peu conséquent, mais je l'ai surtout en fait pensé dans la perspective de sa mise à disposition, comme vient de l'indiquer Audrey sur le site de Gesto. Donc, vous pourrez vous y référer pour ceux que ça intéresse et vous pourrez vous y référer par la suite. Donc, je ne vais pas tout commenter, je n'ai pas le temps de toute façon, et je pense que ce n'est pas tout à fait l'objet de la réunion. Et ça me permettra également, donc ça fera un peu un teasing pour là aussi ceux qui veulent approfondir nos analyses. Je vous indiquerai les références des articles qui approfondissent un peu tout ce que je vais vous dire là dans les quelques minutes qui viennent. Par ailleurs, avant de commencer tout à fait, je voudrais également donc m'excuser auprès de vous. Je ne pourrai pas rester après donc assister au séminaire, donc je vous quitterai à l'issue de mon intervention. Je dois rejoindre une autre réunion. Alors voilà, donc ce projet Oracle, Observatoire des règlements et de l'activité des clés, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est les trois principales dimensions, les trois principaux résultats en fait, que nous en avons tirés. C'est tout d'abord donc une analyse des règlements de clés, mais on s'est également intéressé au-delà de l'analyse de ces règlements à la manière dont ils étaient élaborés en fait concrètement en fait par les acteurs de la commission locale de l'eau. Et puis dans le cadre de ce projet, on s'était également intéressé à l'outil, en fait, à l'instrument Commission locale de l'eau et SAGE. Et donc, on avait organisé un atelier de réflexion qu'on avait appelé rétro-prospective pour tirer un peu un bilan aussi de ce dispositif et identifier des pistes éventuelles d'évolution. Et donc, c'est sur ces trois aspects, analyse des règlements, modalité d'élaboration des clés et brainstorming collectif en fait, sur cet outil clé SAGE que je vais brièvement présenter ici. Donc, voilà. Notre point de départ, c'était
fond, de savoir comment ces commissions locales de l'eau se sont saisies de l'outil règlement qui a été mis en place par la LEMA de 2006 et de ce que sa mise en œuvre révélait des enjeux de la gouvernance partenariale qui fonctionne, elle, depuis 1992, mais avec donc ce changement quand même important de la LEMA, consistant donc à doter la clé d'un pouvoir de réglementation. Et l'idée était de travailler donc sur de deux manières différentes, de constituer donc une base, ce qui va être maintenant pérennisé sur le site de Gesto, donc pour analyser le contenu des règlements et voir s'il y avait un certain nombre, si on pouvait identifier des régularités dans les types de règles, des dominantes dans les types de règles qui étaient adoptées. Et puis également donc s'intéresser au processus d'élaboration de ces règlements et à leurs effets sur les dynamiques de construction de l'eau en tant que bien commun, qui est quand même l'objectif ultime de tout ce dispositif. Alors, voilà, et donc pour mettre en place, pour construire cette enquête, on a procédé de manière assez classique par des entretiens donc préliminaires avec auprès d'animateurs, d'agences de l'eau, de Réal, etc. On a mené donc, et quand je dis on, c'est beaucoup ma collègue Sophie Lidiard, qui est géographe, qui a donc constitué cette base des règlements de SAGE et qui en a procédé à une analyse statistique, après évidemment codage en fait de toutes les règles qui avaient été identifiées. On a mené également une enquête en ligne auprès des animateurs de SAGE et puis on a donc procédé à des enquêtes de terrain. Alors, quelques premiers éléments, donc première partie de résultats, premier ensemble de résultats, c'est l'analyse des règlements. Donc, à l'époque, on a travaillé sur 104 règlements qui représentaient donc 598 articles donc de règlements, mais certains articles pouvant comprendre plusieurs règles, on avait donc un corpus de 833 règles. Ce qui donne ce qui a permis de faire un premier ensemble de traitements permettant de voir que on avait donc une majorité que les sages d'abord, c'était globalement, les clés s'étaient globalement bien saisies de cet outil réglementaire et que voilà, on avait une distribution centrée sur un nombre de règles compris autour de 5 ou 6, avec certains sages qui en avaient donc moins, et puis des cas un peu atypiques avec des sages donc, ayant beaucoup de règles, mais avec en moyenne, donc, en médiane, autour de 5 à 6 règles par règlement. Alors, ensuite, une grosse partie du travail a consisté à catégoriser en fait et à coder donc ces règles et donc à construire une grille de caractérisation et à différents niveaux, notamment sur les grands domaines en fait sur lesquels porter ces règles, que ce soit sur les milieux aquatiques, que ce soit sur les émissions, notamment sur les problèmes de rejet de polluants, ou que ce soit sur les enjeux de prélèvement dans la ressource. Et puis, ça, c'était un premier niveau où on voit que à ce premier niveau de caractérisation, donc ce sont les règles sur les milieux aquatiques qui étaient très largement dominantes. Et puis ensuite, on avait un second niveau, qu'on a appelé les cibles des règles, où on voit que c'était notamment la question des zones humides qui était donc particulièrement traitée puisqu'elle était présente dans plus de 2 règlements sur 3. Donc, le schéma qui est en dessous identifie l'ensemble en fait des cibles de règlements qui ont pu être identifiés donc à la lecture de toutes ces 800 règles et la façon dont elles sont mobilisées dans les sages, donc dans les différents sages et la fréquence de leur mobilisation. Après, toujours dans ce travail de caractérisation, on a également donc essayé de voir si, par exemple, les règles elles portaient plutôt sur des obligations de résultats ou sur des obligations de moyens, si elles préconisaient la mise en place d'équipements et de normes, ou bien d'acquisition de connaissances, ou bien définissaient des principes d'encadrement et de compensation. Également, donc, on s'est intéressé à la question des dérogations. Là, c'est juste pour illustrer un peu quelques éléments statistiques qu'on a pu produire grâce à ce travail de catégorisation. On voit par exemple que ce sont quand même beaucoup des obligations de résultats, mais que c'est un peu différencié suivant les domaines sur lesquels portent les règles.
Et on voit également que, par exemple, les questions de dérogation, il y a beaucoup de dérogations, en fait, les règles sur les milieux aquatiques. Ce sont les règles sur les milieux aquatiques qui sont les plus concernées par les questions de dérogation. Enfin, on a également, dans le cadre de la première partie de ce travail, on avait mené une enquête en ligne, donc peut-être que certains d'entre vous y avaient répondu sur les modalités d'élaboration de ces sages, et ça permettra de faire donc la jonction avec la deuxième partie. Et donc on avait ciblé un certain nombre d'enjeux pour de sources potentielles de difficultés. On voit qu'il y a quand même il y a un certain nombre de difficultés récurrentes qui apparaissaient sur la difficulté de formaliser les ambitions dans un langage juridique adéquat, la difficulté pour les membres de la clé à s'approprier cet instrument juridique. Alors, il y a la question aussi, c'est le quatrième item, sur la question de la relation avec les services de l'État. Et on avait également on avait également posé une question sur la façon dont ce règlement était perçu par les interlocuteurs. Donc, c'était le point de vue des animateurs qui avaient répondu. Là, il y avait 20 réponses, et qui nous disaient que leur travail ce règlement était plutôt perçu donc comme un appui pour le travail des agents donc, de l'État. Alors, ensuite, on s'est posé la question donc, à travers les enquêtes qualitatives, on s'est posé donc, la question de la façon dont ces règlements étaient élaborés. Donc, on a essayé de reconstituer un peu par différentes étapes, assez classiques, enfin, je veux dire, attendues, et de voir les difficultés qui apparaissaient à chacune de ces étapes et la façon dont elles étaient prises en charge. Donc, la première étape, c'est de déterminer le champ du règlement, même s'il est très cadré par les 4 fameux articles, mais il y a quand même donc tout un travail qui se fait pour savoir sur quoi on va réglementer. Et on a mis en évidence un certain nombre de profils de règles qui donc résultaient un peu de compromis entre l'ambition des membres de la clé, les possibilités offertes par le cadre juridique, mais également donc de potentielles mises en garde ou réserves émises par les services de l'État. D'où cette typologie des règles symboliques, règles au cas où, règles pourquoi pas et des règles initiatives. Avec donc ce qu'on a appelé, dans tout ce processus, et je pense que vous en êtes évidemment très conscient, le fait que l'État donc veille, et ce qu'on a appelé un peu ici l'épée de Damoclès préfectorale, qui peut jusqu'au dernier moment donc refuser en fait la prise en compte d'une règle. Alors ensuite, on a travaillé sur la façon dont ces règles étaient rédigées, et donc où il fallait aussi parvenir à élaborer des compromis en fait entre différents intérêts potentiellement contradictoires, et donc on a différentes ambitions, différents niveaux d'ambition entre les membres de la clé en charge de l'écriture du règlement, et donc on a identifié des formes de compromis, des manières d'établir ces compromis en jouant sur la temporalité de la règle, en jouant sur son niveau de juridicité, en dissociant des éléments qu'on met dans la règle et d'autres qu'on met dans des éléments un peu des notes explicatives, des notes d'interprétation qui n'ont pas le même niveau de juridicité, ou en prévoyant évidemment des exceptions. Après, un des grands enjeux, c'est de ne pas perdre l'esprit des règles quand on passe au formalisme juridique, qui est toujours une étape difficile et qui s'accompagne là aussi d'un certain nombre de méthodes permettant justement de ne pas perdre l'esprit des règles, par exemple en élaborant une doctrine d'interprétation, en l'occurrence en concertation avec les services de l'État. Et puis, la troisième étape, qui est pas la moins importante, c'est de faire vivre les règles, donc les faire vivre à la fois donc, avec tout un travail de portée à connaissance qui est important, travail à la prise en compte du règlement par les services de l'État, par les acteurs en charge, par exemple, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, mais également faire vivre les règles lorsqu'elles sont confrontées à l'épreuve du réel, et que au nom d'une règle, eh bien, il y a des décisions difficiles qui doivent être prises, et ça peut parfois être problématique. Et on a suggéré de distinguer des positions, des postures plus ou moins offensives des commissions locales de l'eau par rapport donc à ces mises à l'épreuve donc des règlements par le réel. Là, ce qu'on a également, ce que vous verrez, ce que vous lirez dans le diaporama, c'est une reconstitution un peu d'une trajectoire d'élaboration d'une règle sur les zones humides.
Au final, ce travail nous a interrogé, nous a permis de questionner en fait la modalité, enfin le dispositif clé sage comme étant un dispositif de co-management, hein, de partage de pouvoir entre l'État et les acteurs territoriaux, et puis également comme étant un dispositif permettant d'essayer de concilier, trouver un équilibre entre défense des intérêts des différents acteurs et usagers de l'eau et donc, ce qui a été appelé la dynamique de communalisation, c'est-à-dire de construction de l'eau en tant que bien commun, avec tout un enjeu donc, de porter à connaissance, encore une fois, et de capacité de la clé éventuellement à faire vivre les règlements. Enfin, derniers éléments, dernière partie composante en fait, de ce projet Oracle, on avait fait donc une journée de réflexion collective multi-acteurs pour voilà, faire un peu un bilan sur ce qu'avaient été les principaux apports de ce dispositif dans la gouvernance de l'eau, fabriquer une identité de bassin, etc., permettre de faire de la planification, permettre également de construire une arène de négociation et de médiation. On avait également, là c'était dans le cadre de l'enquête, on vous avait interrogé donc, sur l'évaluation des effets d'usage sur un certain nombre d'enjeux, et on voyait que il y avait un enjeu majeur, c'était le fait que c'était une forme de… Le SAGE permet de produire des connaissances et de lier les acteurs, de faire justement reconnaître un intérêt partagé pour l'eau, c'est cette dynamique de communalisation. Après, l'effet sur l'état des masses d'eau et des milieux était plus incertain, disons, en tout cas à qualifier. Et puis, on avait également intégré, essayé de recenser, de formaliser un certain nombre de limites et de freins à ce dispositif, et enfin d'identifier, mais c'est le travail qui est en cours maintenant au sein de l'ADEME, des pistes d'évolution, et donc on avait identifié voilà, des pistes pour aller vers un SAGE plus agile et stratégique, pour donner un visage aux SAGE, ou pour centrer par exemple les SAGE sur les enjeux climatiques. Donc voilà, rapidement brosser les quelques éléments qu'on avait, voilà, les différentes dimensions de ce projet Oracle. Et pour en savoir plus, donc un petit 4 pages qui est en ligne sur le site de notre laboratoire, donc sur une première analyse sur ces règlements, et puis 2 articles pour aller plus loin qui sont également donc, en ligne. Et si vous avez du mal à les avoir parce que vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas accès aux bases de données, n'hésitez pas, évidemment, on mettra le lien aussi, Audrey me l'a dit, sur Gesto, et n'hésitez pas sinon à me les demander, et je peux évidemment vous les envoyer. Donc, je m'appelle Emma Guéinet, je travaille à la direction de l'eau et de la biodiversité. Je suis responsable des SAGE. Et donc, moi, je vais juste vous faire un petit point de contexte sur comment est-ce que du côté du ministère, on a voulu partir du travail d'Oracle et pourquoi. Et aussi, dans quelle perspective est-ce que ça va s'inscrire dans ce qu'on envisage pour la réforme actuellement. Donc, ça a été rappelé par Rémi, mais donc le règlement date de la loi sur l'eau de 2006 avec une portée juridique quand même très forte qui est celle de conformité au tiers. Donc, ça implique pas mal de choses, notamment au niveau de la rédaction. C'est assez difficile à rédiger pour des non-juristes notamment. Voilà, il y a plusieurs contraintes. Ça doit s'inscrire dans le cadre du Code de l'environnement, être bien lié notamment aux dispositions du PAGD, bien identifier l'objet, le destinataire de la règle. Donc, en fait, il y a quand même pas mal de contraintes sur la rédaction de ces règles et donc des difficultés. Donc, sur la base du tableau Excel qui est sorti en fait du projet Oracle, qui regroupait en fait tous les règlements de SAGE, les caractéristiques, les énoncés des règles. En fait, ce tableau Excel n'était quand même pas vraiment exploitable, c'est-à-dire il était assez lourd, c'était compliqué de faire un CTRL F pour trouver la règle en question, les filtres aussi sur les colonnes, enfin voilà, c'était vraiment pas pratique du tout. C'est vrai que ça avait été souligné au cours des journées techniques SAGE de septembre 2020 que c'était quand même une source d'information très utile et à développer. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a une convention qui a été mise en place avec l'OIO, donc de septembre 2021 à décembre 2022, pour intégrer en fait cette base dans Gesto à l'aide en fait d'un système plus accessible et utile sous la forme d'un moteur de recherche. Donc, Audrey vous le présentera un petit peu plus en détail après. Mais du coup, voilà, on voulait un système qui permette de trouver ces règles rapidement avec des filtres particuliers. Et donc, voilà, c'est mis à disposition actuellement sur le centre de ressources Gesto. Ça rentre vraiment dans le cadre donc, de ce besoin d'accompagnement en fait, sur la rédaction des règles. Donc, j'en parlais tout à l'heure avec les difficultés de rédaction.
Voilà, ce qui est revenu quand même souvent, c'est ce besoin de retour d'expérience sur comment les règles ont été écrites ailleurs. Est-ce qu'elles sont applicables, opérationnelles? Il y a des détails qui sont intéressants comme les exceptions choisies, les seuils. Moi, je pense aux zones humides notamment. Est-ce que la règle est contrôlable ensuite selon les seuils qui sont choisis? Est-ce qu'il y a toujours une cartographie d'associés? Donc voilà, c'est des questions qui reviennent souvent et c'est toujours intéressant quand on élabore ou révise sa règle de savoir ce qui s'est passé à côté et comment ça a pu fonctionner en fait dans le concret. Pour faire un petit rappel au niveau de la construction, de la modernisation des sages qu'on essaye de mettre en place au niveau de la direction de l'eau et de la biodiversité. Donc, tout est parti en fait de un petit peu l'étude évaluative des sages qui a été lancée en septembre 2020, qui s'est terminée en début d'année avec donc notamment une grosse mobilisation des animateurs de sages et des acteurs des sages en fait au global, avec tout un travail de concertation. Et donc, ça a abouti. Vous avez peut-être d'ailleurs dû répondre à certaines questions de la part de nos prestataires au cours de ces 1 an et demi d'études. Et donc, ça a donné en février là un rapport de recommandation. Donc, il y a différents rapports qui sont tous disponibles en fait sur Gesto, un rapport d'évaluation et donc un rapport de recommandation. Où nous, de notre côté, on a laissé les prestataires faire leur liste en fait de recommandations. Donc, il y en a une quarantaine au final, avec un certain nombre en fait qui concernent les problématiques de règlement de sage, de rédaction. Donc, nous, on est parti de ce travail-là pour lancer notre volonté de moderniser le SAGE en mobilisant notamment le groupe technique national SAGE, en évoquant ces questions au cours du séminaire SAGE qui a eu lieu début octobre à Lille. On a aussi mobilisé un groupe de travail restreint du Comité national de l'eau, avec pour objectif d'avoir une délibération qui listait un petit peu les grands axes de la réforme. Cette délibération a été votée au 13 octobre dernier. Donc, on la mettra aussi donc dans les éléments qui seront à disposition après le webinaire, mais aussi à disposition sur Gesto. Donc, voilà. Et au sein de cette délibération donc, qui a été votée par le Comité national de l'eau, on a plusieurs points sur la rédaction du règlement des sages, avec des besoins identifiés qui sont donc les 3 qui sont listés sur la diapo. C'est clarifier le champ d'intervention possible du règlement. Donc là, il y aura tout un travail qui va être engagé avec nos juristes pour clarifier, notamment, donc c'était le R212-47. Mais voilà, dans quel cadre est-ce que le SAGE peut réglementer, jusqu'à quel niveau d'ambition? Il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées. Je pense aussi à la réglementation sous les seuils IOTA pour les zones humides, entre autres. Donc voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées et c'est un des objectifs de la réforme. Donc, il y a aussi le besoin d'accompagnement dans la rédaction des règlements. Avec donc ce qu'on a en tête actuellement, en fait, c'est de mettre en place un guide de possibilité des règles, en fait, par grand domaine, qui donnerait le minimum attendu par un règlement de SAGE, parce qu'on garde quand même en tête qu'on a besoin d'une plus-value dans le règlement du SAGE, pas seulement des règles qui reprennent le code, bien que ça ait son utilité, je vous l'accorde, mais comment est-ce qu'on peut, par exemple, proposer des rédactions déjà faites de règles selon les domaines, donc ça c'est aussi une idée qu'on a, c'est de proposer différents niveaux d'ambition. Donc voilà, j'ai l'exemple encore zone humide en tête, mais par exemple avec des propositions de seuil. Donc voilà, c'est quelque chose dont on avait parlé aussi avec l'OFB, à partir de quel seuil est-ce qu'on a vraiment quelque chose qui peut être contrôlé. Donc voilà, tout un niveau de recommandation qui pourrait se retrouver dans un guide de possibilités des règles. Ensuite, le dernier point donc, qui recoupe en fait avec Gesto, c'est de mettre à disposition le maximum d'outils possibles pour faciliter le travail de la clé. Donc là, je pense aux possibilités offertes par Gesto, notamment le forum, qui est aujourd'hui un outil très intéressant, mais qui mériterait un coup de neuf, entre guillemets, comme l'Excel qui se transforme en moteur de recherche. Il y a quelque chose à faire au niveau de ce forum pour offrir un espace d'échange plus efficace et peut-être un peu mieux organisé pour retrouver les infos. Donc voilà, tout ça, c'est des pistes et c'est les 3 points qui concernent le règlement qui figurent dans la délibération votée par le Comité national de l'eau. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur un petit peu l'ancrage de cette base des règles dans ce qu'on envisage pour moderniser l'outil. Et donc, je vais laisser Audrey rentrer plus dans le vif du sujet sur les filtres disponibles sur la base des règles et déjà les évolutions qu'on pourrait envisager.
comme vous l'a dit Emma, nous sommes repartis du fichier Excel produit dans le cadre du projet Oracle, donc, qui a été réalisé par le laboratoire GEST et qui vous a été présenté par Rémi Barbier un peu plus tôt. Donc, ce fichier Excel a été produit en 2018. Il a été ensuite retravaillé sur la période 2018-2020 par le ministère, le groupe technique national sur les sages et l'OIO. Donc, nous l'avons importé dans gesto.fr. Les règles qu'il contient sont issues des règlements des sages approuvés. Et pour les sages révisés, il n'y a que la dernière version de la règle. Donc, actuellement, il y a 150 règlements qui ont été pris en compte et qui ont conduit à 824 fiches de règles. Donc, je vais vous présenter, qui contiennent à la fois des informations sur le sage, l'énoncé de la règle et des caractéristiques des règles. À savoir qu'à certains moments, il y a des règles qui sont découpées en différents articles et donc il y aura une fiche pour chaque article. Pour ce qui est de la mise à jour, donc sur le fichier initial, les sages pris en compte approuvés s'arrêtaient à mi-2020. Donc, il y a eu la mise à jour sur la fin 2020 et sur 2021-2022. Donc, la mise à jour 2021-2022 est en cours. Il reste encore des sages à rajouter, donc des sages que j'ai listés. Ils seront mis en ligne et intégrés à la base des règles d'ici la fin de l'année. Alors maintenant, nous allons passer sur Gesto. Alors, quand vous êtes à l'accueil de Gesto, donc vous allez dans le menu. Donc, c'est dans la rubrique Sage. Et puis, il y a une sous-rubrique qui s'appelle Base de données nationale des règles de Sage. Voilà, vous arrivez sur cette page. En haut, donc, il y a un bouton Rechercher une règle. On va y aller tout de suite après. Donc, ça permettra d'accéder à la liste des règles dans la base. Il y a également une petite présentation de la base, la notice, l'export, donc ça je reviendrai dessus après, le rappel de l'article R212-47 du Code de l'environnement qui définit les domaines que le règlement peut encadrer. Et en dessous, il y a quelques ressources complémentaires avec des études qui ont été menées sur les règles de SAGE. Donc, il y a par exemple celle de l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes ou celle de l'Agence de l'eau à Tour-Garonne. Et il y a également les synthèses sur le projet Oracle que vous a présenté Rémi Barbier. Donc, si on clique sur « Rechercher une règle », on arrive sur la page avec le moteur de recherche. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, en dessous, il y a la liste de toutes les règles qui sont recensées dans la base. Alors, pour accéder à une règle, il suffit de cliquer sur le titre. Voilà. Donc, on arrive sur la page de la règle. Donc, il y a plusieurs blocs qui composent cette fiche de règle. Tout d'abord, il y a les informations sur le sage. Donc, il y a un lien vers la fiche du sage. Quand on clique ici, on arrive sur la fiche du sage. Et réciproquement, c'est-à-dire que quand on est sur la fiche de chaque sage, on peut accéder aux fiches des règles. Dans l'onglet Informations générales, il y a ensuite Règles du sage et on peut accéder à chacune des fiches de règles par la fiche du sage. Donc, si on retourne sur cette règle-ci, ensuite, donc, dans les informations sur le sage, il y a le code Cendre, la date de l'approbation du sage et quand le sage a été révisé, il y a également la date de révision. Savoir si le sage a été identifié nécessaire dans un des cycles des stages, le bassin hydrographique auquel il appartient, la région et le département pilote. Ensuite, on passe à ce qui concerne l'énoncé de la règle. Alors, tout d'abord, le numéro de la règle. Alors, quand vous voyez un petit i comme ça, c'est une information au survol de la souris. Ça donne la définition du champ. Parce que, par exemple, le numéro de la règle, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Donc, ça donne la définition. Donc, voilà, le numéro de la règle, c'est le positionnement de la règle au sein du règlement du sage. Il y a ensuite le code de la règle. Alors, c'est un code unique qui est composé notamment du code Cendre du sage et du numéro de la règle. Ensuite, il y a le contenu de la règle qui est un copier-coller du règlement du sage. Une information de savoir si la règle a été rédigée avec une aide juridique ou pas. Donc, pour l'instant,
c'est non renseigné, mais ça va être fait normalement d'ici la fin de l'année. Et voilà, vous voyez, quand l'information n'a pas été mise dans la base, il y a marqué la mention information non renseignée. Donc, c'est valable pour d'autres champs. Vous avez ensuite le lien vers le règlement. Donc, quand vous cliquez dessus, vous accédez à la notice documentaire qui est dans la base documentaire Gesto. Et puis, donc, vous pouvez voir le document complet du règlement si vous souhaitez avoir des compléments. Après, on passe au bloc des caractéristiques de la règle. Donc, il y a notamment le type de masse d'eau concerné, ça peut être superficielle, souterraine, aux transitions côtières. Et ensuite, il y a tout ce qui concerne les classifications de la règle. Donc, Rémi Barbier voulait un peu parler. Donc, l'idée, c'était savoir un peu comment étaient répartis les différents types de règles. Donc, il y a des nomenclatures qui ont été réalisées par l'ANGES. Donc, elles sont disponibles dans la notice. Je vais vous les montrer. Voilà. Il y a dedans donc, les différentes nomenclatures. Donc, comme je disais, il y a les thématiques des règles. Donc, les thématiques, il y a 3 grandes familles, gestion qualitative, gestion quantitative, milieu aquatique. Et dedans, il y a une subdivision pour chaque thématique. Il y a des sous-thématiques, assainissement, eau potable, nitrate phosphore, par exemple, pour la gestion qualitative. Et pareil pour les cibles, c'est la nature ou de l'activité ou de l'installation ciblée par la règle. Donc, par exemple, il y a traitement dérogé, station d'épuration, assainissement non collectif pour le traitement dérogé. Il y a aussi tout ce qui concerne les prélèvements, les activités portant atteinte au cours d'eau. Et donc, pour chaque règle, il y a une ou 2 thématiques qui sont attribuées avec des sous-thématiques. Ensuite, il y a la référence au code de l'environnement, donc à l'article 212-47, donc avec les alinéas correspondants. Si c'est indiqué soit dans l'énoncé de la règle, soit dans le contexte de la règle. La nature de la règle, savoir si c'est une interdiction, une prescription, une recommandation. Et le lien avec les IOTA et ICPE, donc c'est pareil, ils sont indiqués dans l'énoncé ou dans le contexte de la règle, ça apparaît ici. Ensuite, il y a ce qui concerne l'emprise spatiale et la temporalité de la règle. Donc, savoir si la règle s'applique sur tout le périmètre du SAGE ou uniquement sur une partie. Et également s'il y a une cartographie associée à la règle. Parce que pour certaines règles, elles reposent sur une cartographie. La périodicité de la règle, c'est-à-dire est-ce que la règle est valable toute l'année ou juste une partie de l'année. Par exemple, certaines règles sont valables qu'en période d'étiage. La limite d'entrée en vigueur, là, c'est lorsque il y a un décalage entre la date d'entrée en vigueur de la règle et la date d'approbation du SAGE. Ça existe dans quelques cas. Et règle aboutie ou amenée à évoluer, où là, la règle, des fois, il y a une attente d'acquisition de connaissances sur le territoire qui fait que la règle pourrait être amenée à évoluer, même si on rappelle bien que toute modification de règle ne peut se faire pour l'instant que dans le cadre d'une révision de SAGE. Ensuite, il y a la référence au plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE. Donc, s'il y a une référence soit à un enjeu, à un objectif ou à une disposition du PAGD, c'est inscrit ici. Si jamais il y a une référence au stage ou une référence à d'autres outils relevant d'autres politiques publiques, comme par exemple en lien avec les aires d'alimentation de captage, les plans d'action nitrate ou d'autres outils, c'est écrit ici. Il y a également un autre champ qui va être rajouté très prochainement, donc qui va donner un commentaire sur la date de mise à jour de cette fiche de règles. Donc pour l'instant, il y a marqué là-haut page mise à jour avec la date, mais il y aura également un petit commentaire qui sera rajouté. Donc là, le champ existe, il est pour l'instant visible uniquement en accès administrateur, mais il sera mis en ligne d'ici la fin de l'année. Alors pour ce qui est de la création et de la mise à jour, la modification des
ces contenus, de fiches de règles. Actuellement, il n'y a que l'équipe Gesto qui a la main dessus. Donc, si jamais pour vos sages, vous voyez qu'il y a une erreur ou des choses à compléter dans les informations non renseignées, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur le mail Gesto, gesto@ouio.fr, pour nous dire les modifications à effectuer et nous les ferons de notre côté. Donc, nous allons maintenant retourner sur le moteur de recherche. Alors, on refait le trajet, rechercher une règle. Donc, vous avez tout d'abord un champ de recherche libre, alors, dans lequel vous pouvez rentrer un mot-clé, un prélèvement, voilà. Donc, ce champ de recherche libre va aller rechercher à la fois dans l'énoncé de la règle et dans le titre de la règle. Ensuite, il y a le nom du sage. Donc là, c'est de l'autocomplétion, c'est-à-dire que vous commencez à taper le nom du sage et ensuite, ça vous donne le nom complet. Il suffit de cliquer dessus. Le bassin hydrographique, donc à saisir parmi les grands bassins hydrographiques de métropole et d'outre-mer. La région, le département pilote, pareil, là c'est également de l'autocomplétion. Donc on commence à écrire le nom et après on sélectionne ce que l'on souhaite. La thématique et la nature de la règle, donc c'est en lien avec les nomenclatures que je vous ai présentées. La référence au code de l'environnement, donc on peut sélectionner. Chaque fois, on peut sélectionner une ou plusieurs éléments. La nature donc, de la règle, interdiction, prescription, recommandation. La cible de la règle. Et puis, vous pouvez aller dans le critère avancé. Donc, en cliquant dessus, vous avez des critères complémentaires qui correspondent en gros aux autres champs sur l'identification nécessaire dans les cycles des âges, la relecture juridique, les types de masse d'eau, les liens avec IOTA, ICPE et puis les emprises spatiales et temporelles. Donc, une fois que vous avez sélectionné les différents termes de votre requête, vous appuyez sur « Rechercher ». Donc là, pour l'instant, j'avais juste laissé le terme prélèvement dans recherche libre. Et là, vous avez les résultats. Donc voilà les 142 fiches de règles qui contiennent le terme prélèvement, soit dans le titre, soit dans l'énoncé de la règle. Quand vous avez ici le tableau de recherche, vous pouvez trier soit par le titre de la règle, soit par le sage concerné, soit par le bassin hydrographique. Voilà, et donc après, vous pouvez accéder à la fiche de la règle que vous souhaitez consulter. Donc voilà en gros les fonctionnalités du moteur de recherche. Si on retourne sur la page de la règle de présentation de la base de données, vous avez donc, comme je vous l'ai dit, la notice explicative donc, qui récapitule un peu tout ce que je vous ai montré, à la fois la description des différents champs, les nomenclatures, les filtres sur le moteur de recherche. Et également, ce qui est intéressant, l'export. Donc, il suffit de cliquer sur export de la base de données des règles de sage et vous avez ici un fichier en format CSV qui se télécharge. Et donc, ce fichier contient l'ensemble de la base. Chaque ligne correspond à une fiche de règles et chaque colonne correspond à un champ. Donc, voilà pour le petit tour rapide de la base de données. Et également, on va lancer une enquête pour pour donner des suggestions d'évolution de la règle. Donc, on a préparé une enquête et on va solliciter votre avis. L'idée, c'est de proposer des pistes d'évolution. Donc, je vous mettrai le lien dans le chat pour compléter cette enquête. On vous laisse à peu près 3 semaines de réflexion et pour pouvoir y participer. Donc, il y a 2 parties dans l'enquête. Une partie sur la version actuelle, ce que je vous ai présenté, savoir un peu quelles utilisations vous en faites ou vous comptez en faire, savoir si vous souhaitez qu'on rajoute des termes aux nomenclatures sur les thématiques et les cibles, si vous voyez certains termes qui n'ont pas été pris en compte et qui vous semblent importants de rajouter. Avoir votre retour sur l'utilisation du moteur de recherche. Savoir également
Pour la gestion, votre avis sur la gestion du contenu, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, c'est juste l'équipe Gesto qui a la main dessus, mais ça peut être possible d'étendre les droits, notamment aux animateurs de Sage, comme vous faites sur les fiches de Sage. Avec votre compte, vous pouvez modifier votre fiche de Sage. Ben, ça pourrait être pareil pour les fiches de règles. Savoir également s'il y a certaines valorisations du contenu de la base des règles que vous souhaiterez avoir, un peu comme ce qu'a montré Rémi Barbier, donc avec des graphiques, des cartes, ou bien une analyse sur une thématique particulière. Et puis, l'autre partie de l'enquête concerne les pistes d'évolution. Donc, notamment, ça a été pas mal discuté avec le groupe technique national sur les sages. Ça serait bien, au-delà d'avoir à disposition le contenu de la règle, de savoir, d'avoir aussi des informations sur l'aspect opérationnalité, sur la mise en œuvre de la règle. Donc, notamment, quelles informations, savoir est-ce que la règle a été applicable, est-ce qu'elle a été utilisée, est-ce qu'il est envisagé de la modifier lors de la prochaine révision du SAGE, ou bien avoir on va dire un petit label de bon exemple ou au contraire de règles qu'il faut prendre avec vigilance. Et cette information pourrait aider les animateurs pour lesquels les sages sont en élaboration ou en révision pour savoir sur quels exemples s'appuyer. Et donc, toutes ces nouvelles informations qu'on pourrait intégrer, il faut également savoir qui c'est qui les alimente. Est-ce que ce sont les animateurs sages? Est-ce que ce sont les services déconcentrés de l'État? Et savoir qui peut les consulter. Est-ce qu'on laisse un accès à tous les visiteurs de Gesto ou est-ce que ça sera uniquement réservé aux personnes disposant d'un compte utilisateur? Et également, avoir votre avis sur d'autres informations potentielles à ajouter à la base des règles. Donc, une fois les résultats de l'enquête étudiés, côté OIO, nous ferons une note de proposition, de suggestion, d'évolution que nous transmettrons ensuite au ministère. Je m'appelle Maxime Fouillet, je travaille également à l'Office international de l'eau. Je suis médiateur scientifique sur les sujets eau et nature et donc pas mal zones humides. Et à ce titre, je participe aux actions du centre de ressources zones humides, un petit peu, si on simplifie, l'équivalent de Gesto, mais version acteur de la préservation, restauration, gestion des milieux humides, donc beaucoup gestionnaires, parcs, réserves naturelles, etc. Et donc, je vais vous présenter un exemple qui est en cours d'application, donc, enfin, d'utilisation de la base de données des règles de SAGE. Et c'est pas fait pour vous, c'est-à-dire que c'est une initiative qui vient de la communauté des gestionnaires de zones humides dans un premier temps pour eux, quoi. C'est parce qu'il y a un intérêt, de leur part à comprendre et à faire le point un peu sur la manière dont les sages prennent en compte la question des zones humides dans les règlements. Juste peut-être un petit point préalable sur la jurisprudence, parce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est pas Audrey, c'est que je ne suis pas tout seul dans mon bureau, je suis désolé. Donc peut-être des fois vous entendrez un écho. Voilà. Donc en fait, sur la jurisprudence, effectivement, mon côté sage, comme le disait Emma et Audrey, il n'y a plus ce qui était fait à une époque. Par contre, côté zone humide, il y a quand même encore un travail. Et là, on est en train de mettre à jour avec une quantité de jurisprudence analysée assez importante. Bon, il s'avère que je viens de regarder là sur ce qu'on a. La partie règlement des sages, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quelques éléments quand même sur les zones humides. Donc, quand la mise à jour sera terminée et que toutes les données seront dispo en ligne, je renverrai, on fera une actu sur Gesto, je pense, pour informer que la partie jurisprudence sur les zones humides est à jour sur le portail milieu humide. Juste un préalable, voilà, l'idée c'est vraiment ça, vous me montrer comment on peut utiliser la base de données dans un autre cadre. Alors, un préalable, mais bon, que je ne vais pas détailler, c'est l'intérêt des zones humides pour les ressources en eau à l'échelle du bassin versant. Vous connaissez tous bien vos territoires, vous savez ce qu'il en est. Et donc, comme je disais, c'est une initiative, là, ce que je vous présente, qui vient de la communauté zone humide et pas de la communauté SAGE. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a l'envie
d'avoir un peu une vue d'ensemble de la manière dont les sages, à travers leurs règlements, prennent en compte les zones humides. Donc, cette envie, elle vient en premier lieu des gestionnaires de milieux humides, alors l'OFB et puis tout le réseau qu'il y a autour et qui est rassemblé au sein du centre de ressources milieux humides. Et puis après, cette question-là est d'être notamment capable de faire des cartes un peu comme celle-ci, là. C'est juste la carte des sages et leur état d'avancement en France, mais d'être capable de faire la même chose, mais sur la prise en compte des zones humides dans les règlements. Ça intéresse beaucoup donc, les gestionnaires de milieu, mais ça pourra aussi servir plus largement à vous, également au ministère et puis à d'autres types d'acteurs. Voilà. Donc aussi aller identifier les pratiques et puis un petit peu faire un état des lieux de où on en est. Comment la question des zones humides est-elle intégrée dans les sages à travers le règlement? Sur quoi portent les règles? Alors, Rémi Barbier, on a un peu parlé de toutes ces questions tout à l'heure. Là, la spécificité, c'est qu'on fait un focus sur les zones humides. Et donc, de pouvoir repérer et ensuite promouvoir les bonnes pratiques. Et puis aussi de pouvoir s'en servir à d'autres moments de ces états, enfin, de ce bilan ou de cette connaissance de où on en est. Pour pouvoir appuyer certains argumentaires sur les besoins des territoires, sur les outils pertinents ou nécessaires, les aménagements qui pourraient être faits, soit de la réglementation, soit de certains dispositifs, les priorités, etc. Voilà. Et là, ça, c'est le logo du centre de ressources milieu humide. Donc, c'est un peu comme je disais, c'est le réseau de tous les gens qui travaillent spécifiquement sur les milieux humides. Et puis, un autre intérêt, et c'est celui qui a vraiment conduit à initier le travail qui va être présenté, c'est d'alimenter l'Observatoire national de la biodiversité, l'ONB, donc, qui est piloté par l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Et l'ONB, il a pour mission il regroupe des indicateurs qui portent sur la biodiversité au sens large, avec une approche dite DPSIR, donc c'est de l'anglais, un Driving Force Pressure State Impact Responses, qui découpe un peu les choses de manière logique. Donc d'abord les forces motrices, s'intéresser aux forces motrices, quelles sont les grandes forces qui ensuite provoquent des pressions sur les écosystèmes et la biodiversité. Le P, ces pressions amènent à un état des écosystèmes et de la biodive qui eux-mêmes ont des impacts. Impact à la fois sur la biodive, mais pour nous aussi, quoi. Impact au sens large. Et donc, en réponse à ça, la société, les acteurs, les politiques, etc., réagissent. Et c'est ce qu'on appelle les indicateurs de réponse. Et en fait, typiquement, la prise en compte des zones humides dans les règlements des sages, c'est une réponse de la société aux forces motrices, pression, état dégradé, et donc impact de la dégradation des zones humides. C'est pas du tout c'est juste un élément de la réponse, mais le fait est que c'est un élément. Et donc, c'est ça qui a motivé un peu ce travail, c'est de pouvoir essayer d'alimenter l'ONB avec un indicateur de réponse sur la thématique zone humide en s'intéressant au règlement des sages. Donc, en fait, on avait déjà commencé quand même à la suite de l'étude qu'a présenté, le travail d'Oracle, et notamment la publique 4 pages qu'a évoqué Rémi Barbier au début. Donc en 2018, on avait juste repris leurs données pour regarder. Effectivement, donc comme il l'a dit, 104 règlements analysés, 92% des règlements avec au moins une règle sur les milieux aquatiques. Donc ça, c'est les grandes thématiques qu'ils avaient catégorisées. Donc presque tous les règlements des sages. Et donc, en termes de sous-thématiques, alors lui, il a parlé de cibles tout à l'heure, si je ne dis pas de bêtises. Donc la plus courante est zone humide, comme il l'a dit, 2/3 des règlements. Donc ça répond un petit peu à la question, en partie à la question qui était posée tout à l'heure de est-ce qu'on peut savoir avoir une idée du nombre avoir un bilan du nombre de règles par thématique. Déjà, en 2018, il y a ce graphique qui nous a montré aussi tout à l'heure qui répond à cette question, même si ce n'est pas exhaustif puisqu'il manque des règlements dedans. En 2020, il y avait une première mise à jour des données dans l'Excel par l'OYO. En avril 2021, avec les données jusqu'à 2020, donc on avait commencé à creuser un peu, 148 règlements, 101 avec au moins une règle sur les zones humides, la sous-thématique zone humide, donc ça fait 68%. Et puis là, on avait sorti une première carte avec juste, est-ce qu'il y a au moins une règle? Oui, non. Et non analysé, c'était les sages qui n'étaient pas dans la base de données à l'époque ou qui n'étaient pas encore approuvés.
ce qui commençait voilà, à donner une première image avec forcément peut-être des constats qui enfoncent des portes ouvertes, quoi. Le fait que la Bretagne, par exemple, les sages bretons soient presque tous avec une règle sur les zones humides. Bon, on sait que c'est aussi un territoire sur lequel les inventaires sont très avancés. C'est pas une surprise, quoi, mais ça peut être des choses intéressantes. Et puis, donc, en 2022, cette année, il y a eu un travail un peu plus structuré qui a été lancé dans le cadre d'un stage à l'OFB réalisé par Maïeul Rigolo, qui était stagiaire de M1, dans l'objectif vraiment d'alimenter l'ONB et de répondre à la question, parce que derrière les 5 lettres que je vous ai présentées tout à l'heure, il y a différentes questions. Et il y a une question, c'est comment s'organisent nos politiques pour répondre à l'urgence d'agir. Voilà, bon, bah, la politique sage, comment elle s'organise et se met en œuvre. Bon, c'était l'idée d'avoir un ou plusieurs indicateurs sur ce sujet. Et donc pour ça, bah, il y a eu une mise à jour spécifique sur la partie zone humide parce qu'il manquait des règlements, ce qui amène à 159 règlements, mais en fait on a fait le travail que sur zone humide, donc on n'a pas du tout bossé sur les autres thématiques. Donc c'est vraiment temporaire le temps que une nouvelle mise à jour soit faite. Et puis recherche des 2 niveaux, comme expliquait enfin non, pardon, il n'en a pas parlé, ça Rémi. Recherche de 2 niveaux, c'est-à-dire à la fois les règles qui appartiennent à la sous-thématique ou la cible zone humide, et puis aussi les règles qui intègrent, qui contiennent dans leur titre ou dans leur énoncé le mot, enfin l'expression zone humide au singulier ou au pluriel. Parce qu'il y en a quelques-unes qui appartiennent à d'autres sous-thématiques, mais qui font quand même référence aux zones humides. Donc on a différencié les deux. Et puis, donc la plus-value de la base pour l'ONB, c'est que c'est une source de données robuste, maintenue, mise à jour, voilà, sur laquelle on peut fonder un indicateur et se dire que dans 10 ans, on aura sûrement pu le mettre à jour. Et pour l'ONB, ça c'est important que ce soit des indicateurs vivants et pas juste des indicateurs figés. Et puis, donc, les questions qu'il y avait derrière, bon, en fait, elles recoupent aussi ce qu'a présenté au début Rémi Barbier, et puis elles ne sont pas exhaustives parce qu'une fois qu'on a répondu à ces questions, il y en a d'autres qui arrivent, mais d'abord des questions d'effectifs. Quel effectif de règlement avec au moins une règle sur les sages? À quelle date est-ce qu'ils ont été approuvés ou révisés? Est-ce qu'on voit des tendances? Est-ce qu'on voit qu'à une certaine période, hop, ça devient systématique? S'agit-il de règles emportant prescription, emportant interdiction? Sont-elles générales ou alors territorialisées et s'appliquant alors sur une cartographie spécifique? Est-ce que cette cartographie existe? Enfin, voilà, des questions comme ça. Question surfacique aussi, quelle est la part de la surface couverte par un sage dont le sage inclut au moins une règle de zone humide? La déclinaison avec le périmètre d'application effectif, donc là ça recoupe la question qui était posée tout à l'heure. Alors ça c'est des questions qui sont plus longues à répondre parce qu'il faut aller chercher de la donnée spécifique à chaque fois, c'est même pas dit qu'on y arrive, mais c'est des questions qu'on avait identifiées. Et puis des questions que vous évoquiez aussi, notamment sur le lien juridique, là. Les règles sont-elles toutes applicables? Applicables a priori, c'est-à-dire est-ce que la rédaction de la règle et ce sur quoi elle porte nous laisse penser qu'elle sera appliquée ou nous indique qu'il y a un risque de non-application pour X raisons? Et puis concrètement, après, est-ce qu'elles sont appliquées? Avec ça, ça demande un travail avec les services de police de l'eau, l'inspection de l'environnement. Bon, c'est quelque chose à beaucoup plus long terme. Voilà. Et d'ailleurs, ces questions sont un petit peu posées par ordre de priorité. Et donc, les premiers résultats du travail qui a été mené, ce n'est pas encore publié, donc voilà, c'est du travail en cours. Le stage de Maël partait sur énormément d'indicateurs pour l'ONB, il avait beaucoup de boulot, donc il n'a pas pu se focaliser sur un seul indicateur. Du coup, il n'a pas pu terminer, mais il a bien avancé. Donc, sur 159 règlements de sage analysés, on en a 118 avec au moins une règle portant sur ou faisant référence aux zones humides. Donc, une règle thématique zone humide ou alors une règle avec dans l'énoncé ou dans le titre. Donc, 110 où c'est la sous-thématique, ça fait, on arrive presque à 70%. Hein, pour rappel, on était à 66, 67 en 2018. Donc, on voit quand même que le pourcentage augmente un peu. Ça, ce sera à creuser pour voir si effectivement ça devient plus systématique qu'il y a une règle sur les zones humides. Et puis, donc, 8 sages avec au moins une règle qui cite ou énonce les zones humides. Et puis, les règlements contiennent jusqu'à 7 règles. Enfin, il y a un règlement qui contient 7 règles sur les zones humides. Mais le plus souvent, vous voyez, en rouge, c'est une règle, 41%. Et puis donc, en haut, il y a 4... non, pardon. Il y a 2% des sages avec 4 règles.
1%, enfin un sage avec 5 et puis un sage avec 7. Et puis, on a sorti une première carto. Alors, bon, vous voyez, c'est clairement une capture de QGIS, hein, donc c'est pas du tout terminé. Mais pour voir ce que ça donnait avec, voilà, Mayol, là, il avait bossé sur une carto avec en saumon les sages dans lesquels il n'y a pas de règles zone humide. Et puis, en hachuré noir, les sages où il y a au moins une règle dont la thématique c'est zone humide, enfin sous-thématique. Et puis en rouge, c'est les règles où les zones humides sont soit citées dans le titre ou dans l'énoncé. Et après, la couleur au milieu du hachurage, c'est le nombre de règles. Ça vous permet de voir où se situe le sage champion, là, avec cette règle. Voilà, donc comme j'ai dit, c'est du travail en cours. Il faut qu'on prenne le temps de reprendre tout ce travail pour le faire avancer et puis le faire aller jusqu'à l'intégration dans l'ONB d'un premier indicateur sur la prise en compte des zones humides dans les règlements des sages, et puis après peut-être plusieurs indicateurs, des déclinaisons. Donc à suivre sur, voilà, je vous ai mis juste le lien vers les actus du portail zone humide parce qu'il y aura une actu de fait quand ce sera terminé, et puis surtout le lien vers l'ONB.